Je suis très touché. Heureusement, on est dans un environnement où, lorsque vous avez duré à la tête d'une fonction, vous finissez par croire que c'est devenu votre maison et vous en faites à votre tête, à votre guise. C'est ce qu'on a aille jusqu'au bout et que la justice s'implique. J'invite d'ailleurs nos autorités judiciaires, au cas où elles ne sont pas saisies, qu'elles-mêmes s'auto-saisissent de ce dossier-là et cette chambre basse du Parlement, des agents fantômes, des salaires sans contrôle, des primes exceptionnellement vertigineuses. On parlait pratiquement de 50 millions pour certains responsables, des crédits d'achat de véhicules à hauteur de 70 millions de francs CFA et un avis défavorable, souvenez-vous, de la Chambre des comptes sur les finances en 2023. Est-ce que vous pensez... Salut, moi c'est Meilleur Cyril. Nos statistiques montrent que seuls 29% de ceux qui regardent nos contenus prennent le temps de liker, commenter ou partager. Si tu apprécies ce qu'on fait ici, je t'invite à faire ce petit geste. Like, partage et laisse un commentaire. Ça ne te prend qu'une seconde, mais pour nous, ça change tout. Je m'engage à vérifier chaque information, à te proposer des contenus clairs, bien construits et utiles pour que chaque vidéo mérite ton attention. Merci pour ton soutien. Sans plus tarder, passons à l'essentiel. Notre forme de management est née lorsque ça changeait à la tête au niveau du perchoir. On en parle avec Dr David Eboutou au téléphone. Dr Eboutou, bonjour. Bonjour Marie-Flore, bonjour à Emmanuel Coco. Bonjour. Toute ma sympathie aux techniciens. Mes salutations fraternelles à votre président directeur général, l'Américain Cyril. Et j'en profite également pour souhaiter de belles choses à vos auditeurs et même vos téléauditeurs. Parce que depuis quelque temps, je me suis rendu compte que vous opérez en simultané avec la télévision. Exactement. Donc merci de nous recevoir ici à Yaoundé. Ici, le réveil a été... assez lourd parce que depuis hier, il y a des quartiers de Yaoundé qui sont sans énergie électrique et c'est véritablement pénible. Justement, on a beaucoup d'intervenants prévus aujourd'hui qu'on ne pourra malheureusement pas avoir parce que les téléphones sont éteints. Mais vous, on a pu vous avoir. Docteur David Eboutou, merci pour votre disponibilité. Vous avez certainement lu, comme nous, comme la plupart des Camerounais, cette note de service du secrétaire général de l'Assemblée nationale portant rationalisation de la chaîne solde de l'Assemblée nationale. Quel a été votre premier sentiment au vu du contenu de cette note de service? Ceux qui me lisent dans les petits biais que je produis dans mon blog, ma page Facebook quotidiennement pour contribuer à l'analyse de notre actualité sociopolitique, j'ai relayé discrètement cette actualité-là et je suis de ceux qui ont salué cette nouvelle posture, cette nouvelle marque de management imprimé par le très honorable Dato. Parce qu'à la réalité, on a un véritable problème dans notre pays en ce qui concerne le management dans le secteur public. Oui. Il y a une véritable différence entre la perception que nous pouvons avoir de ceux qui sont portés à la très haute charge de certaines de nos entreprises, de certains de nos organismes, de certaines de nos institutions, et la réalité sur le terrain. Oui. La réalité, à l'évidence, c'est que lorsqu'on nomme la plupart de nos hauts responsables, ceci arrive avec une perspective davantage transactionnelle. C'est-à-dire que au lieu de penser à quelque chose de suffisamment transformationnel pour implémenter une nouvelle vision, pour voir comment est-ce que la nouvelle structure à lui confier peut impacter sur des vies, ce n'est pas malheureusement ça. Tout de suite, leur réflexion est souvent tournée, et c'est le constat, dans le sens de se dire comment je fais pour assurer mes arrières, comment je fais pour ne plus être pauvre dans les 5, 10, 15 prochaines années. Et c'est ce qui conduit souvent à des types de méthodes, à des types de razzia que l'on voit souvent en termes de gestion des finances publiques. On ne peut pas comprendre que pendant longtemps, il y ait eu
dans une institution aussi sensible comme l'Assemblée nationale, de centaines d'individus dont personne ne connaissait la traçabilité en matière de recrutement, de nom, de positionnement au niveau de la fonction publique, mais qu'ils se soient enrichis sur le dos du trésor public simplement parce qu'ils ont été recrutés de façon fictive à l'Assemblée nationale. C'est incroyable. Et avant de continuer, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait donner une suite judiciaire, c'est-à-dire pénale, à cette affaire-là pour envoyer des signaux forts à ceux des Camerounais qui s'avisent encore à s'amuser avec la vie des Camerounais à ce niveau-là. C'est inexplicable. On parle quand même. Oui. On parle pour certains d'agents fictifs, on parle de dépenses fantaisistes. Emmanuel Coco et moi-même, on a essayé de recenser un tout petit peu des actualités que nous avons couvertes concernant justement cette chambre basse du Parlement, des agents fantômes, des salaires sans contrôle, des primes exceptionnellement vertigineuses. On parlait pratiquement de 50 millions pour certains responsables, des crédits d'achat de véhicules à hauteur de 70 millions de francs CFA et un avis défavorable, souvenez-vous, de la Chambre des comptes sur les finances en 2023. Est-ce que vous pensez que le nouveau président de l'Assemblée nationale serait parti justement sur la base de ses antécédents pour changer la donne aujourd'hui? Dans tous les cas, puisqu'il est de l'intérieur. Il était déjà dans la maison. Il me semble que cela faisait un bon bout de temps qu'il était vice-président de l'Assemblée nationale. Et donc, il me semble que de l'intérieur, il a dû voir un certain nombre de choses qui ne l'arrangeaient pas. Et il attendait certainement son tour en caressant le rêve, justement, de ce que le jour où il viendrait là, il balayerait un certain nombre de choses totalement contraires à l'éthique et à la gestion d'un secteur comme celui-là. Et c'est pour cela que j'insiste qu'il ne faudrait pas que ce soit un effet de populisme, un effet d'enthousiasme qui voudrait que, parce qu'il vient d'arriver là, qu'il donne l'impression qu'il a envie de marquer ses marques. Il faudrait véritablement qu'il suive cette affaire-là jusqu'à y donner une suite pénale. On ne peut plus continuer dans ce sens-là. Parce que le problème est plus profond que cela. Quand je parle de la profondeur du problème, j'y vois également ce côté qui nous désole, en ceci que le fait que certains hauts responsables mettent un certain temps à la tête de certains organismes publics, à la tête de certaines institutions, finit par créer ce type d'incurie. C'est-à-dire que plus vous perdurez à la tête d'un organisme, plus vous finissez par confondre cet organisme à votre chose privée. C'est pour cela que vous verrez, par exemple, dans notre pays, certains ministères sont gérés comme des chefferies. Allez-y voir, par exemple, ce qui se passe au ministère de l'Enseignement supérieur. Regardez ce qui se passe dans certaines directions générales, ainsi de suite. C'est la catastrophe en termes de management, en termes de gestion. Donc, la faute, quelque part également, revient à celui qui a la charge de désigner ces hauts responsables-là à ces fonctions stratégiques. Quand on nomme certaines personnalités à la tête de certaines fonctions stratégiques, il faudrait soit que celles-ci soient accompagnées d'un cahier de charges, ou alors qu'à la fin, après un certain temps, qu'on leur demande une forme de reddition des comptes. Malheureusement, on est dans un environnement où, lorsque vous avez duré à la tête d'une fonction, vous finissez par croire que c'est devenu votre maison et vous en faites à votre tête, à votre guise. C'est ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale, où la connotation nominale, moi je ne suis pas, dans tous les cas, on a tout dit sur ceux qui prennent des positions publiques comme nous, mais en réalité cela ne nous dit rien parce que nous assumons pleinement ce que nous disons, mais on a bien suivi pendant de longues années le fait que des connotations nominales, tribales et communautaristes dans cette maison qu'on appelle l'Assemblée nationale avaient... Rien n'a été fait. Quelle peut être l'ampleur réelle de la gabegie à ce niveau? Oh, ben, elle est très grave. Le Cameroun est plongé dans une grosse incurie généralisée. À l'Assemblée nationale, nous avons la chance d'y avoir des amis là-bas qui occupent quelques fonctions et certains y sont comme honorables et occupent également des fonctions au bureau. Ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous font en termes de confidence relève simplement de la surréalité. C'est terrible ce qui se passe là-bas en termes de gabegie entretenue au quotidien.
c'est des gens qui sont engraissés au quotidien sans véritable profil à rendement. C'est-à-dire que on recrute au quotidien et on ne voit pas l'adéquation entre les profils recrutés et le travail ou alors la fonction que ces gens occupent. C'est des gens parfois titulaires de braves probatoires, de braves BPC, mais qui sont chefs services des finances, chefs services de la comptabilité, des choses comme ça. Et c'est terrible ce qu'on vit dans ce pays. Il faudrait arrêter cette saignée. Les Camerounais souffrent énormément pour laisser ce genre d'actualité passer et laisser que cela perdure. Parce que dans le fond, cela montre et constate le fait que nous sommes dans deux pays différents, où dès qu'on nomme un des vôtres, voilà, c'est tout le village qui se retrouve là pour piller l'institution au détriment de toute la nation entière qui attend un rendement véritable de cette institution-là. Donc, je crois que c'est un problème qui devrait aller au-delà, qui devrait être saisi par les hautes autorités de ces pays, les hauts responsables de ces pays, qui doivent davantage profiter de cette actualité pour voir plus clair et amener les médias à en parler, voire exposer les responsables de ces affaires-là qui ont contribué à plonger le Cameroun dans la crise économique dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Parce que quand on dit que notre pays est plongé dans une crise financière inédite, à la réalité, ce sont ces niches de financement que les uns et les autres se sont appropriés depuis de longues années qui font que cela finit par se ressentir dans notre tissu économique. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une institution comme celle-là, elle seule, engouffre une cinquantaine de milliards par mois en ce qui concerne la masse salariale. Si vous multipliez ce genre d'exemple par 5, par 10, on se retrouve donc à une masse salariale qui pourrait tourner dans les 1000 milliards par mois évaporés comme cela. Vous imaginez ce que 1000 milliards peuvent faire dans notre pays si on venait à l'injecter dans le tissu social? Regardez l'état de nos routes, regardez les poubelles qui jonchent les rues, regardez l'état de nos hôpitaux, regardez... Mais il y a tellement de choses à faire dans ce pays que de laisser que des milliards de francs CFA viennent à être évaporisés, viennent à prendre d'autres chemins dans la nature sans qu'on ne sache à quoi cela sert, simplement parce que le patron de l'institution a bien voulu contenter les siens en les donnant des fonctions fictives, des postes fictifs, des recrutements fictifs qui finissent par nous mettre dans la situation dans laquelle on se trouve. C'est une situation assez grave. Nous en profitons pour soutenir le très honorable Datouo qui, certainement cherche à poser des marques claires. Mais nous espérons que ce n'est pas un effet d'enthousiasme simplement parce qu'il vient d'arriver là et qu'il voudrait qu'on parle de lui. Il faudrait que la société civile veille, que les acteurs politiques veillent, que nous regardions cette affaire de près de manière à le pousser lui-même à mener cette opération jusqu'au bout. Et j'insiste une fois de plus que s'il faut parler de mener cette opération jusqu'au bout, il faudrait que la justice se saisisse de cette actualité-là et qu'on donne une suite judiciaire, par conséquent pénale, à cette affaire avec des arrestations en masse, des remboursements, etc. Pour ceux qui nous prennent à l'instant, il faut dire que l'actualité part de cette note de service signée du secrétaire général de l'Assemblée nationale dans laquelle il dit, je cite, il est porté à la connaissance des personnels de l'Assemblée nationale que dans le cadre du paiement des salaires, il leur sera dorénavant exigé une attestation de présence effective valide délivrée par les chefs de structure dont ils relèvent. Docteur Reboutou, ces mesures, par exemple pour celle-là, parlant de ces agents fictifs, est-ce que ces mesures sont suffisantes pour assainir la gestion? Oui, c'est déjà un début de solutionnement. On l'a vu au niveau de la fonction publique avec le ministre de la fonction publique, Joseph Lé, qui, à travers le logiciel Copé, a essayé justement de implémenter ce mécanisme-là. Le comptage physique tous les 6 mois, tous les 1 an. Et on a bien vu que cela a eu des conséquences claires sur le fichier solde de la masse salariale de l'État. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit que on vous disait qu'il y avait près de 2000, 5000 enseignants qui se retrouvent au Canada, mais qui continuaient quand même de percevoir leur salaire au Cameroun. Vous imaginez ça? Au moment où les enseignants cherchent à se faire recruter, au moment où dans les ENIEJ, il y a des gens qui ont terminé leur formation depuis 15, 20 ans et n'ont jamais eu la chance ou le bonheur d'avoir un concours d'intégration simplement parce qu'on vous disait qu'il n'y a pas moyen, la masse salariale est assez élevée. Donc, tout ceci peut donner une bouffée d'aération
à notre trésorerie et permettre effectivement aux uns et aux autres de venir combler ce qui, le manque qui a été créé par ceux qui sont partis. Donc, je crois que c'est cette approche-là qui est implémentée ou alors appliquée aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, où on demande que les uns et les autres apportent justement un certain nombre de certificats de présence effective avant de voir leur situation et voir comment se faire réhabiliter. Parce qu'il est certainement évident que dans ce type d'opération, il peut y avoir quelques injustices qui se sont glissées où effectivement il y a des personnes, peut-être du fait de la maladie, du fait des missions ou alors du fait justement d'avoir bénéficié d'un reversement. Oui. Il y a certainement des cas comme ça qui pourraient être rattrapés, mais qui ne peuvent être rattrapés que par un certain nombre de justificatifs administratifs, c'est-à-dire par exemple le comptage effectif, le comptage physique à partir des présences effectives. Oui, c'est une avancée, mais comme je l'ai dit, je crois qu'il y a d'autres approches qui pourraient être mobilisées dans ce sens-là. Et c'est généralement des affaires qui se gèrent de façon concertée. C'est-à-dire que si le secrétaire général de l'Assemblée nationale veut engager une telle initiative seul, sans associer ses directeurs, cela va mourir dans l'œuf. Parce que vous imaginez très bien qu'il y a là-bas de plusieurs directeurs qui certainement sont complices avec ces gens-là et qui ont contribué à entretenir justement ces formes de filouterie. Il faudrait donc associer, montrer le bien fondé de cette opération à tous, de façon à ce que cette opération concertée finisse par aboutir à des résultats assez conséquents que voudrait, de notre point de vue, le très honorable Datou aujourd'hui. Et comment, Emmanuel, comment est-ce que David peut interpréter le silence des députés de l'opposition qui sont dans cette chambre-là, mais qui brillent par leur silence, leur indifférence même pratiquement, et comme David l'a dit, c'est un gros scandale. Et je crois que le nouveau président de l'Assemblée nationale ne devrait pas seulement s'arrêter là, il doit aller plus loin, mais on sent comme une sorte de mutisme à l'intérieur. Les députés, même, je parle seulement de cette opposition, qui ne disent rien. On dirait que ça arrange tout le monde finalement. Deux lectures à ce niveau. La première, c'est que il me semble que les députés de l'opposition n'ont pas toujours de grosses fonctions à l'intérieur du bureau de l'Assemblée nationale. C'est des fonctions davantage minimes qui ne sont pas assez représentatives de quelque chose pour avoir l'autorité nécessaire pour jeter un regard assez objectif dans le management de l'administration au quotidien. Quand j'ai regardé les derniers bureaux, j'ai vu que certains étaient questeurs, d'autres, je ne sais pas trop, secrétaires adjoints, des fonctions comme ça, qui davantage, et là c'est le deuxième point de vue, qui leur permettent certainement d'avoir quelques primes, d'allonger leur salaire, et puis à eux de s'engraisser, mais dans le fond, qui ne leur donnent pas suffisamment la latitude de regarder avec un œil objectif la gestion de l'administration au quotidien. Je crois que cette affaire-là relève davantage du secrétariat général. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, c'est lui le patron de l'administration de l'Assemblée nationale. Et donc, en réalité, c'est à lui que devrait incomber la bonne marche, le fonctionnement, tous les dysfonctionnements de l'Assemblée nationale au quotidien. Et c'est donc lui qui devrait nous faire les états au plan des ressources humaines, au plan des ressources techniques, logistiques et financières. C'est à lui que nous attendons justement de répondre sous le regard donc attentif de son patron qui est le président de l'Assemblée nationale. Merci infiniment, docteur David Eboutou, même s'il y avait une dernière question. C'est vrai, bon. Certains font le lien immédiatement entre ces dérives observées, enregistrées avec la dette du Cameroun qui ne fait qu'augmenter. Bien sûr que il y a un lien. On n'a pas besoin d'être un grand économiste. On n'a pas besoin d'être un grand économiste ou un technicien de la haute finance pour mettre en lien toutes ces dérives, toutes ces incuries générales organisées et entretenues par les hauts fonctionnaires, par des hauts responsables de notre pays et la crise financière, la crise de l'économie que nous vivons en plein fouet dans notre pays. Vous ne pouvez pas imaginer que chaque fois que nous allons emprunter de l'argent et que cela se retrouve ici, que cet argent soit injecté dans des circuits où il faudrait d'abord les segmenter à travers des commissions de corruption qui n'en finissent point. Et quand cet argent doit être finalement injecté dans les produits ou alors les secteurs dans lesquels nous sommes allés
l'emprunter pour qu'il vienne justement booster le secteur productif, qu'on en soit finalement à une modique somme, au 1/10 ou 1/100, simplement parce qu'il y a des niches de corruption qui auront évaporé tout cet argent-là. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça cause dans nos caisses, que chaque mois, voilà, une institution qui normalement devrait tourner avec une masse salariale, disons quelque chose de subjectif, de peut-être 10 millions de francs, se retrouve avec une masse salariale d'1 milliard. Vous ne pouvez pas imaginer. Qu'est-ce qui explique une institution aussi sérieuse, aussi sensible comme l'Assemblée nationale? Nous connaissons le nombre de députés. Nous imaginons qu'il y a une administration qui tourne à plein temps au quotidien. Ouais. Et donc, on peut, par péréquation, essayer de deviner quel peut être le niveau de masse salariale de cette institution-là. Mais quand vous disiez que cela a presque triplé par mois, est-ce que vous n'imaginez pas le niveau de conséquences qui peut être ressenti par les populations au quotidien, même au niveau du fonctionnement de notre économie au quotidien? Donc, je pense que c'est une question c'est une vérité de la palisse qui s'impose avec toutes ces niches de détournement, toutes ces niches de corruption. Il est évident que le système économique en souffre. Et c'est pour cela qu'il faut dénoncer tout cela avec la dernière énergie, afin que cela puisse servir d'exemple. Et j'insiste une fois de plus, qu'il faut absolument, si cette opération est sérieuse, y donner une suite finale. C'est important. Quand les gens vont se retrouver en prison, quand les gens vont voir leurs biens séquestrés, confisqués par la justice, parce que, ayant délesté la fonction publique, ayant délesté le trésor public de plusieurs centaines de millions pendant plusieurs années, en tant que personnel fictif, je crois que cela enverra une leçon claire à tous ces voleurs de la République, à tous ces complices du vol, du délestage de nos fonctions publiques. Et je crois que on pourrait commencer quand même à arrêter la saignée. C'est important d'aller dans ce sens. Il ne faudrait pas s'arrêter aux dénonciations ou alors à tous ces petits mécanismes qui tendent à appeler la presse pour dire que je travaille et leur montrer ce qui a été découvert. Et il faudrait que l'opération aille jusqu'au bout et que la justice s'implique. J'invite d'ailleurs nos autorités judiciaires, au cas où elles ne sont pas saisies, qu'elles-même s'auto-saisissent de ce dossier-là et que dans 3, 4, 5 mois ou d'ici la fin d'année, qu'on nous dise ce qu'il en a été fait. Dans tous les cas, moi j'ai une notice d'actualité dans mon petit calepin et nous en reparlerons dans quelques mois pour voir l'évaluation. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que ça a produit? Et est-ce qu'il y a des responsables qui se retrouvent à Kondengi fort de cette opération de vol entretenu? Merci infiniment, docteur.